valeurs, d'accord, qui comprennent des modes de vie, des valeurs morales, des courants de pensée, etc., qui influencent les besoins économiques de la clientèle de l'entreprise. C'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays arabo-musulman, vous avez un certain nombre de produits que vous ne pouvez pas vendre, par exemple. Ou au contraire, vous avez des habitudes particulières, par exemple, moi dans ma dent, etc. C'est une forme de consommation très particulière. Si vous analysez le chiffre d'affaires des grandes entreprises de communication, de marketing, alors j'ai entendu une fois quelqu'un dire que pratiquement 70% de son chiffre d'affaires se fait pendant le mois, c'est le mois de Ramadan. Donc là, effectivement, l'aspect socio-culturel en fait, affecte la activité de l'entreprise. Mais il a parlé de modes de tendance, style de vie, santé, etc. Est-ce qu'il peut nous donner des exemples par rapport à ça? Alors, comme là, dans les pays occidentaux aussi, il y a le Noël. En fait, les fêtes de fin d'année sont déterminantes dans le chiffre d'affaires de beaucoup d'entreprises de distribution, de jouets, etc. Donc là, ça lui donne un rythme, ça lui donne une cadence en fait, de chiffre d'affaires qui est très différente. D'accord. Donc, à part les produits qu'on ne peut pas écouler dans certaines cultures, le style de vie et la méthode de consommation en fait, affectent énormément. Alors, l'autre aspect, c'est quand on n'a pas parlé, on pas parler de ça, c'est l'entreprise en interne, c'est pas l'environnement externe de l'entreprise. C'est-à-dire que la culture de l'entreprise, elle est affectée par les aspects socio-culturels, c'est-à-dire que ceux qui y travaillent en fait ont certaines valeurs, certains modes, même la culture du travail, elle diffère d'un pays à l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué que il y a une série dernièrement dont on parle beaucoup, donc le français et l'américain, comment ils perçoivent en fait le travail, comment leur relation avec le travail, etc. Donc là, cet aspect donc, affecte ceux qui travaillent dans l'entreprise plutôt que l'environnement externe de l'entreprise. D'accord, mais on parle de toute façon, on parle d'aspects socio-culturels. Alors, donc maintenant, on va passer au facteur du micro-environnement. Donc le micro-environnement, il est composé de quoi? Donc, je ne sais pas si il est passé le schéma qui était là. Attendez. Donc on a un TD, le TD du chapitre 1, on a commencé l'autre fois. La deuxième partie, justement, elle traite de l'environnement. On va essayer de répondre à la fin de la séance. Donc on a fait la première partie, la deuxième partie traite de l'environnement de l'entreprise. Et on a un cercle. Donc l'environnement interne de l'entreprise, c'est ce dont je parlais par rapport à les salariés, les intervenants au sein même de l'entreprise, ça c'est l'environnement interne. L'environnement externe est composé de deux parties, le micro-environnement et le macro-environnement. Le micro-environnement, c'est les clients de l'entreprise, son marché, ses distributeurs, ses fournisseurs et ses concurrents. Donc 4 éléments du micro-environnement de l'entreprise. Alors, on va essayer de définir un par un, de donner des exemples si on peut, et ensuite on va répondre à la question, donc quels sont les éléments qui caractérisent l'environnement de nos jours? Donc de nos jours, l'environnement de l'entreprise a certaines caractéristiques, on va essayer de mettre l'accent sur ces caractéristiques-là. D'accord. Alors, vous avez le partage? C'est bon? Ça a été coupé ou alors? Non? Mais ça va, madame, ça marche. Vous avez le partage ou pas? أي شوفي partage. Ah d'accord, طلع عندي واحد اللي باغي. Ah c'est alors. partager vraiment. لا توا ما عادش partager. Qu'est-ce que c'est? توا partager عندي. ما يظهرش. انا كي بدات ليش معناها فما حدا شي كي باغي apparemment معناها Ah c'est pas ça bon. Ici je suis novice في la fétine c'est fait. Donc توا ما فماش directement. توا نستنى شوي توا سي بون فما. Mais on fait vite. Donc le micro-environnement il influence en fait les entreprises du même secteur d'activité générale. Tandis que le macro-environnement, il influence le secteur industriel, le tissu économique en général. Alors, pourquoi en fait il influence les secteurs enfin les entreprises du même secteur? Alors, on a parlé, les concurrents et les partenaires. Alors, les partenaires sont les clients, fournisseurs, financiers, distributeurs. D'accord. Donc, distributeurs, les fournisseurs, ce sont chez lesquels l'entreprise achète ses matières premières et ses besoins. Et les distributeurs, c'est ceux qui vendent l'output de l'entreprise. Ça peut être les centres commerciaux ou autres, ou les points de vente. D'accord. On a d'un autre côté la banque et tous ceux qui fournissent du crédit, et on a les clients. D'accord. Alors, la concurrence, en ce qui concerne la concurrence. Alors, bon, la concurrence, elle est de deux types, carrément de trois types de concurrence. On a une concurrence directe, c'est-à-dire des entreprises qui offrent le même produit que vous. D'accord. Donc là, c'est des concurrents directs. Par exemple, vous vendez des produits de détergents pour Gila, Nazif, etc. Donc, des produits pour laver le linge. Donc là, c'est des produits directs. D'accord. Donc, c'est les entreprises qui fabriquent le même produit et s'adressent à la même clientèle. Très bien. D'accord. Les concurrents indirects, en fait, ils ne vendent pas le même produit, mais ils permettent de satisfaire le même type de besoin. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont substituables. Substituables, c'est-à-dire, on va commencer par les substituables, ça veut dire qu'ils fournissent, en fait, permettent de satisfaire le même besoin, mais c'est pas exactement le même produit. Par exemple, donnez-moi un exemple de, bon, il a disparu le truc, je sais plus. Alors, par exemple, tablette et téléphone. Ils peuvent rendre le même service, mais c'est pas exactement le même produit. D'accord. Donc là aussi, tu peux être en concurrence avec des entreprises qui fournissent des produits substituables. Je vais vous donner un exemple. Mais bon, bien sûr, les concurrents directs, c'est les plus menaçants, en fait. De plus de menaces pour vous. Et avec qui ده ما عادش اسمه ما حدش يسمع فيك مدام.
c'est bizarre, Dajina qui est en fait. Je me suis pas rendu compte que j'étais déconnectée. Vous m'entendez? Oui. Et ça fait, ça fait longtemps. عسى مدام صباح Pour ce même fait ليه مش فاهمة Allez, en tout cas. زيد مدام عايشة Alors, la situation à Dajina, اي là, qui a différents types de concurrence. C'est bon, on est dit que ليه mais on le partage déjà ou pas? لا. Et là, je sais pas ce que avec Teams, la connexion très mauvaise. Pourtant, on a internet quelque chose. Le débit mouche, je sais pas avec Teams, ça part tout en vert, ça avec les séances. Facile. Donc je disais. Alors, je finis, je donne. Donc 3 types de concurrence. On va parler de concurrence directe. On a les entreprises qui offrent le même produit que vous. D'accord. Concurrence indirecte, alors les entreprises offrent des produits pas identiques mais qui permettent de satisfaire le même besoin. Par exemple, des tablettes et des téléphones portables. Donc pour certains, le besoin est le même, donc de surfer, etc. Donc ça, ils peuvent être des produits substituables. Par exemple, je sais pas, donnez-moi. Alors. Donc, allez, chocolat biscuit. Voilà. Les restaurants et les pizzerias. Plus ou moins, c'est pas exactement le même besoin dans ce cas. Donc là, c'est des concurrents directs. Il y a la concurrence sur les autres marchés, en amont. En amont, ça veut dire qui interviennent avant de vendre votre produit. C'est là où vous vous approvisionnez, là où vous achetez vos matières premières, vous recrutez. Donc ça peut être le marché du travail. Alors, vous êtes 2 entreprises qui ont besoin d'ingénieurs informaticiens, l'une qui travaille dans l'agroalimentaire et l'autre dans l'IT. D'accord. C'est vrai que ce sont 2 secteurs très différents. Mais là, vous recrutez, vous vous adressez au même marché. C'est le marché des diplômés informaticiens. D'accord. Et donc, vous avez intérêt à être compétitif. Dans ce cas, compétitif, c'est en termes de salaire, en termes de conditions de travail, etc. D'accord. Donc la concurrence est déterminante pour la pérennité de l'entreprise. La pérennité, c'est-à-dire le fait de continuer, de rester. Et de nos jours, c'est une concurrence rude, infernale. Pourquoi? Parce que non seulement on est face à la concurrence nationale, mais aussi à la concurrence internationale. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert les marchés. Donc on a une politique libérale. On a des conventions avec beaucoup de pays, notamment avec l'Union. Avec beaucoup de pays, de partenaires, notamment l'Union européenne. Donc on a des accords de libre-échange. D'accord. Donc par exemple, je donne l'exemple du prêt-à-porter en Tunisie qui a subi un coup dur et qui n'a pas su s'adapter. Donc beaucoup d'enseignes ont disparu à cause de la concurrence avec des anciennes des marques européennes. Donc ça passe ou ça casse. La concurrence, ou bien elle te permet d'être plus compétitif, d'innover, d'améliorer le rapport qualité-prix, etc. Ou alors, si tu n'arrives pas à t'adapter, eh ben, tu vas disparaître. D'accord. C'est les règles du jeu de l'environnement actuel. Ok. Quelqu'un a une remarque à faire? Voilà. انا فهمتش الغلط اللي كنت فيها. S'améliorer ou disparaître? انا نسيت ça passe. Et ça passe. La concurrence, en fait, c'est à la fois opportunité et c'est une menace pour l'entreprise. Alors, je m'explique. Opportunité, c'est-à-dire, là, tu es obligé de faire de ton mieux. Tu es obligé d'investir dans l'innovation, de ne pas avoir des produits obsolètes, de chercher des caractéristiques meilleures, d'accord, de viser les besoins du consommateur, voire de très près. D'accord. Et là, ça permet d'avancer. Mais d'un autre côté, le fait que cette concurrence soit rude, qu'elle soit nationale et internationale, etc., et là, c'est plus risqué pour vous de ne pas vous adapter. Si vous ne vous adaptez pas à cette concurrence-là, vous allez faire des boutiques, vous allez fermer, vous n'allez pas pouvoir surmonter, vous n'allez pas pouvoir vous imposer dans ce marché. D'accord. C'est un marché dans lequel, ou bien tu t'imposes et tu as ta clientèle, tu as tes parts de marché. Une part de marché, grâce à quoi? Grâce à ta qualité, voilà, ta différenciation. Tu es sur une niche particulière qui n'est pas satisfaite par les autres, etc. Ou par le service client. D'accord. On peut se distinguer de plusieurs manières. D'accord. Mais s'il y a trop de concurrents, on est sur un marché concurrentiel, là, ça peut être risqué. Donc, si tu ne t'adaptes pas, tu peux disparaître. Je donnais l'exemple du prêt-à-porter tunisien. Donc, des marques comme Dixit, voilà, HK parler anglais, des marques tunisiennes, mais là, elle était pas mal du tout. N'ont pas pu s'adapter ni en termes de modèle, ni en termes de prix, etc. Et ils ont fermé leur boutique partout en Tunisie, ils ont disparu. Depuis, en fait, juste après l'ouverture du marché vers la concurrence étrangère. Les Zara, les Bershka, etc. C'est à peu près le même style. Et Dixit, dont je parlais, n'a pas su s'adapter, offrir un appareil de produits très chers, pas très pratiques, pas actuels, etc. Et donc, ils ont disparu. Comment ça passe ou ça casse? Oui, merci. Alors, en ce qui concerne les clients, alors qui sont les clients de l'entreprise? Alors, on va distinguer entre 2 catégories de clients. Les clients actuels, celles qu'elle permet de satisfaire avec son produit, voilà, avec ses services, ça dépend si on est une société de service ou une société de biens. Alors, et il y a les clients potentiels. Potentiels, c'est-à-dire que ce ne sont pas encore vos clients, mais vous pouvez les arracher aux autres. Voilà, vous pouvez les convertir en clients. Donc, les technologies, le ciblage, les algorithmes qui visent, en fait, qui ciblent certains clients, ils vont dans ce sens-là. Donc, on a besoin de 2 choses, de fidéliser nos clients actuels et d'attirer les clients potentiels. On va convertir les clients potentiels en clients réels. Et là, ça nécessite un effort de marketing et d'adaptation assez intéressant. Si quand vous faites votre étude de marché, que ce soit par les méthodes classiques ou par le marketing digital en vogue, eh ben, tu cibles. Alors, il y a une catégorie de la population qui ne sera jamais intéressée par ton produit. Par exemple, si tu vends, je sais là, ça peut être. Alors, tu offres un truc pour les jeunes, de déguisement, tiens. Donc, tu sais pertinemment que les vieux ne seront jamais intéressés par ton produit. Voilà, tu offres un produit qui est interdit par telle ou telle catégorie de la population, interdit pour les musulmans, par exemple, un produit alcoolisé. Tu sais pertinemment qu'ils ne seront jamais intéressés par ton produit. Quoique, l'exemple que je citais n'est pas le meilleur, mais ta folie. Alors, par contre, il y a une partie de cette population-là qui n'est pas consommatrice, mais qui peut, du jour au lendemain, s'y mettre, devenir intéressée par ton produit. Donc, votre effort en tant qu'entreprise est d'une part fidéliser vos clients actuels, mais aussi cibler les clients potentiels. Je me concentre. Vous m'entendez plus ou Si, madame, on t'entend. On le partage dans l'autre site. Vous paraît que je suis un peu malade. Alors, le marché, les marchés, là j'aurais dit
les marchés d'une manière générale, il y a deux types de marchés. Il y a les marchés où l'entreprise va écouler sa marchandise, où elle va vendre son service. Et il y a le marché où elle va s'approvisionner, où elle va acheter ses matières premières, etc. Donc la relation avec les marchés, elle dépend de la nature de l'activité de l'entreprise. Alors si vous êtes une société de service, vous avez intérêt à être proche de votre clientèle, c'est-à-dire se mettre dans des endroits proches de la clientèle. D'accord. Par contre, si vous êtes une société industrielle, par exemple, qui produit à partir de matières premières, etc., l'intérêt pour vous n'est pas d'être proche du marché où vous allez écouler votre marchandise, mais plutôt d'être proche du marché où vous allez vous approvisionner. Donc, ce sera plus proche des ressources naturelles que vous utilisez, voilà, des fournisseurs qui sont disponibles, etc. D'accord. Par exemple, à un certain moment, si vous connaissez les régions, toute une rue à l'Ariana, à l'extrémité, qui s'est carrée le jour en très peu de temps. Donc, ce sont des vendeurs de matériaux de construction. Les faïences, les robinetteries, tout ce qui est nécessaire pour la construction. Pourquoi? Parce que en cette période-là, il y a eu de très gros lotissements et de très gros promoteurs immobiliers qui se sont installés là-bas. Puis Riyad Andalos, puis Bradel a fait des villes Bradel, 1, 2, 3, 4, etc. Donc c'est un empire de promoteurs et on voyait les très très gros immeubles s'implanter comme des champignons. Et là, on a vu apparaître du jour au lendemain donc toute une rue, ou deux rues perpendiculaires, spécialisées dans les matériaux de construction. Donc là, l'entreprise, elle est allée s'approcher le plus possible de son marché pour être visible, pour faciliter le contact, etc. Ok. Donc, la question, en fait, quelles sont les caractéristiques de l'environnement de nos jours? Et on va résumer dans ce paragraphe, mais à chaque fois, on va... Donc, on va le dire ensemble et essayer de répondre à la question aussi dans le TD. C'est la question de nos jours, l'environnement de l'entreprise est très complexe et très dynamique. Cette complexité nécessite de la part des entreprises une grande capacité d'adaptation. Donc, quels sont les éléments qui caractérisent cet environnement? Mais on va essayer de le faire intuitivement par la partie de le résumé que j'ai fait. Donc, complexe et très dynamique. D'accord? Je peux nous voir la dynamique comment, complexe comment? Des exemples, donc la complexité. Ah, il y a un tac, où est-ce qu'on voit? Je suis de flou. زي ما دماغك اسمها ليه مثلا سميك بتسمع تتكلم حاجه يقولوا يجي في مخكم ديناميك كومون ديناميك عارفين باش ديناميك هي transformation alors de différents types. هذا transformation نشوف الكومبلكسيتي على خاطر باغ اكزومبل كي تحدث عن ايفولوشن في المارشي التكنولوجي ولا لي بوزوان تاع الكليونتيل تبدا دو كومبلكسيتي يعني نعرف نبني عليه شنو Bon, elle est complexe parce que c'est dynamique en fait dans ce cas-là. Voilà, une concurrence très rude déjà, d'accord, nationale et internationale. Quand même concurrence, on n'est pas dans un environnement monopolistique, un monopole, voilà. Alors là, on est dans un environnement libéralisé, c'est-à-dire n'importe qui peut s'y mettre, d'accord. L'accès au capital est plus ou moins accessible. Bon, je me dis c'est pas vraiment le cas, mais donc il y a un effort pour faciliter l'implantation des entreprises, d'accord, pas toujours efficace, mais bon. Alors donc, une concurrence nationale et internationale, etc. Alors on a d'autre part des groupes de pression de partout. Les éléments externes s'organisent pour orienter en fait les décisions vers leurs intérêts, d'accord. Tu trouves alors des stratégies des entreprises, des stratégies concurrentielles qui sont de plus innovantes. Je ne pas. Alors, actuellement, on voit beaucoup d'alliances entre entreprises, d'accord, d'ententes parfois légales, parfois illégales, mais deux entreprises qui se mettent d'accord pour ne pas baisser le prix, par exemple, d'accord. Donc, une pression, des alliances, des ententes, des groupes de pression. Donc, tout ça rend l'environnement en fait complexe. Alors, par ailleurs, donc on a la complexité dans ce sens-là. Dynamique, c'est par rapport à le mouvement continuel. C'est très rapide, il y a beaucoup d'innovations, des changements très rapides, c'est-à-dire que le rythme d'innovation, surtout dans certains produits, est très, très, très rapide. Donc si tu ne suis pas à cette vitesse-là, tu vas disparaître tout simplement. Donc tu es obligé d'investir dans la recherche, dans l'innovation, etc., d'adapter ton produit selon le besoin du consommateur. Donc par ailleurs, en ce qui concerne les clients, le consommateur, donc le client, en fait, a le choix. Il est face à des entreprises qui sont en concurrence permanente. Donc on a un concurrent qui devient exigeant, d'accord, qui devient même très exigeant, qui devient... alors, qu'il faut satisfaire en créant de nouveaux besoins. C'est un consommateur exigeant parce qu'il y a l'abondance en fait. On est passé à l'ère de l'abondance, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Et donc, le nouvel effort de l'entreprise, c'est comment créer de nouveaux besoins. Voilà, comment vraiment cibler des choses que peut-être des besoins qui n'étaient pas exprimés du tout et qui deviennent une réalité. D'accord. Il y a qui fait des publicités de paradis comme alors que ça me fait un peu de qui correspond à tes exigences, qui correspond complètement à ce qui peut te faire plaisir, parce que finalement, ces entreprises de communication, de marketing, ils te connaissent mieux que toi en fin de compte. Ils peuvent créer de nouveaux besoins et de les satisfaire à travers la production. Vous êtes d'accord sur ça? Donc, complexe et dynamique. Alors, si on veut résumer, je ne sais pas si vous prenez des notes là. Donc, complexe dans le sens de la concurrence rude, dans le sens de l'internationalisation des marchés, dans le sens des nouvelles stratégies des entreprises en termes d'alliance entre elles, d'entente, des groupes de pression. Alors, dynamique dans le sens où il y a une mutation technologique rapide, d'accord, il y a des innovations en continu, et que tout ça, ça crée un consommateur très exigeant qu'il faut satisfaire et même créer de nouveaux besoins. Est-ce que mon raisonnement, voilà, ma réponse est assez claire, assimilée? Voilà, vous avez l'impression que je parle beaucoup pour rien. Mais c'est bon. Mais alors, on va dire ça gentiment. Donc ça, c'est pour les caractéristiques de l'environnement. Alors, par la concurrence, la réglementation, la conjoncture économique et les fournisseurs. L'environnement oblige l'entreprise à prendre des décisions qui peuvent aller à l'encontre de sa volonté. Donc cet aspect-là, je ne l'ai pas cité, que je l'ai dit en fait. C'est-à-dire que des fois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas forcément, que vous n'aurez pas pris dans un autre contexte. D'accord. Dans le contexte particulier de votre environnement, vous prenez des décisions et vous adoptez une certaine stratégie. D'accord. Et donc,
l'environnement en fait affecte votre manière de gérer votre entreprise, la manière de prendre vos décisions. D'accord. Et ceci, bien sûr, pour tous les éléments qu'on a cités. Donc ça, c'est la synthèse en fait. Donc inversement, l'entreprise peut réagir face à ces pressions et contraintes et imposer en partie sa volonté. Donc l'entreprise réagit, donc elle subit des facteurs de l'environnement, mais en même temps elle réagit et elle va affecter ces éléments-là. Donc par quoi? Par l'innovation, par des investissements, par la publicité, c'est-à-dire elle va adopter des actions qui vont affecter les caractéristiques de son environnement. Donc elle va changer la configuration de son marché, en termes de disponibilité de produits, etc. D'accord. Donc l'entreprise doit souvent s'adapter à son environnement qui devient complexe. Alors la complexité ici, on a évoqué la multiplicité et l'hétérogénéité des éléments, ça c'est très langue de bois. Multiplicité donc la complexité, on l'a cité en fait. Multiplicité des éléments. Tous les éléments des facteurs qu'on a cités font que la décision devient de plus en plus complexe. Il y a des techniques pour prendre des décisions. Par exemple, la prochaine fois, on fera un petit DD, voilà, un cas d'entreprise en dressant la matrice SWOT. La matrice SWOT, c'est une matrice qui synthétise en fait les forces et les faiblesses de l'environnement et les forces et les faiblesses de l'entreprise elle-même par rapport à son environnement et les opportunités et les risques. Comme une technique qui permet de synthétiser cette multiplicité des éléments. C'est très complexe, c'est très varié, il y a plusieurs choses. Et alors parmi les techniques, c'est de tracer une matrice noir sur blanc, donc des éléments, et en fonction de ça, on prend une décision. D'accord. Et c'est une technique pour la planification. Donc la prochaine fois, on parlera du processus de gestion, des 4 étapes du processus de gestion. La première étape, c'est la planification. Et pour planifier, il faut tenir compte des éléments de l'environnement. C'est pour ça qu'on a fait cette séance, c'est pour en fait se familiariser avec les différents éléments. Maintenant, donc on aura des cas, il faut juger est-ce que c'est une opportunité ou c'est un risque. Est-ce qu'on doit s'adapter à ça ou là au contraire on doit réorienter notre activité. Il n'y a pas beaucoup de perspectives d'évolution, donc je dois m'adapter très rapidement. Sinon, je risque de faire faillite. Je vous fais comprendre. Donc là, c'est une introduction pour la séance d'après. Alors, dynamique, évolution des éléments et de leur influence. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un milieu statique, ça évolue et on a des mutations continuelles. Alors, l'incertitude ici, incertain, c'est-à-dire difficile à prévoir, turbulent. C'est-à-dire on a l'impression qu'on maîtrise tous les éléments de l'environnement, mais en fait, des fois, on est surpris par un changement total. Alors, un exemple, je l'ai vu tout à l'heure, c'était en fait un volcan qui s'est réveillé du côté de l'Italie. À un certain moment, je ne sais pas quelle date. Alors, ce volcan-là s'est réveillé en Italie et ça a affecté des entreprises installées en Californie qui ont cessé leur activité. C'est pas le rapport, enfin, qui trouve alors d'abord, le volcan qui s'est réveillé, c'est un élément alors, difficile à prévoir, donc à moins qu'on suit de près en fait, des phénomènes naturels, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas planifier, qu'on ne peut pas prévoir. Mais je n'y alerte une entreprise chez Californie. Alors, l'idée, c'est que la région dans laquelle le volcan est basé, c'est que les aéroports ne peuvent plus fonctionner, c'est-à-dire les avions ne peuvent plus prévoir un atterrissage régulier. Pourquoi? Parce que le terrain est glissant, parce que une menace d'avoir des particules qui gênent la vision, etc. Et donc tout un aéroport dans cette région-là a disparu, a changé était obligé de disparaître. Alors, l'entreprise californienne, qui a une filiale en Europe, une filiale de commercialisation, trouve des difficultés donc, pour faire parvenir ces produits dans cette région-là. D'accord. Donc là, vous voyez comment c'est complexe et incertain. Qui est un autre exemple qui fait l'incertitude, le fait que l'environnement soit dynamique, et par rapport au contexte tunisien. Hello. Révolution ما كانتش متوقعة. Oui, par exemple, la révolution, continue le raisonnement. Quels sont les secteurs qui ont profité, quels sont les secteurs, les entreprises qui ont eu un coup d'arrêt. Qui dit révolution dit non en fait. Comment ça a affecté? Quelle est la relation entre la révolution tunisienne, qui est une révolution sociale, politique, etc., et le tissu économique? Enfin, trouve-nous un créneau logique, voilà. Par exemple. فماش هاد المغازان سكروا مدام كان داك الجامع تاع تحرق و Oui, c'était momentané, par contre, moi j'ai un exemple, l'exemple de Petrofac, le secteur pétrolier, et dans l'exploration marine. Alors, donc après la révolution, il y a un phénomène social qui est apparu, qui coule directement d'un phénomène politique en fait. C'est les syndicats. Donc beaucoup de corps de métier, beaucoup de même au sein des entreprises se sont organisés pour former des syndicats, de grandes gueules. Parce que entre autres, ça va dans le sens de la liberté d'expression, ça va dans le sens de on est révolutionnaire, on n'accepte plus qu'on nous exploite, etc. Donc les mouvements syndicaux n'étaient pas très présents avant la révolution. D'accord. Et intrinsèquement, c'est une bonne chose qu'on s'organise de telle manière. Mais le problème, c'est que parfois c'est exagéré et surtout c'était imprévisible. Donc des sociétés étrangères installées en Tunisie, comme la Petrofac. Donc elles se trouvent du jour au lendemain avec des ouvriers qui, chaque jour, alors ils vont faire grève. Ils vont faire grève parce qu'ils ont des exigences, ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions. Ils veulent une augmentation. Alors si vous ne faites pas ça, on va faire grève. Et la production s'arrête. Et chaque jour d'arrêt de la production, ça coûte énormément à l'entreprise. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la Petrofac, à un moment donné, arrête. Merci, au revoir, merci. Ça devient insupportable. D'accord. On a choisi entre autres la Tunisie parce qu'à l'époque, on pouvait facilement exploiter en fait les ouvriers, on pouvait facilement. C'est ce qu'on appelle le dumping social. Le dumping social, c'est le fait que certains pays hôtes des investissements étrangers ont des conditions du travail et l'organisation syndicale très médiocre ou très faible, de telle sorte à ce que ces multinationales profitent, il faut le dire directement. Enfin, il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film tunisien qui vraiment retrace cette idée d'exploitation de la main-d'œuvre tunisienne, etc. Et en même temps, on est dans le besoin d'accepter ces postes-là. Bref, alors Petrofac, à un moment donné, vous voulez plier bagage. Ah, merci, ces conditions, je ne veux pas les accepter. Alors, il a fallu que l'État intervienne, pas les facteurs politiques, il faut que l'organisation politique soit là, soit à l'écoute, soit sur le terrain, pour résoudre ce genre donc le climat politique aussi, de jouer en faveur, pour calmer ces revendications et trouver une solution à rassurer en fait l'investisseur. Mais je donne un exemple. Comment c'est quoi le sujet un environnement est incertain, dynamique et complexe. Un exemple d'incertitude, de complexité.
Meunier, tu dors. Et je donnez-moi une question. Est-ce que c'est ce que j'ai raconté, j'ai l'impression que j'ai trop parlé. Est-ce que c'est assez fluide, c'est compréhensible? Voilà, pour vous, c'est du chinois. Donc là, en fait, on essaie de se familiariser avec les éléments de l'environnement pour pouvoir tracer en fait la matrice FOD, décider de prendre des décisions par rapport à les planifier. C'est un élément de la planification. Si on ne maîtrise pas les éléments de l'environnement, on ne peut pas planifier. Bon, la planification, elle est certes, n'est pas sûre à 100%, c'est-à-dire vraiment une part d'incertitude, il faut garder une part de souplesse pour s'adapter aux changements qui arrivent dans cet environnement. Voilà, ce silence me fait très très peur. Je reviens vers ce beau graphique. On n'a pas parlé de la législation, sur l'environnement juridique. Législation et les institutions juridiques, judiciaires, très important. Alors, je m'explique. Les facteurs juridiques, en fait, ça englobe aussi bien les législations, mais aussi ça englobe les institutions, telles que les tribunaux, par exemple. Si vous êtes dans un pays où le système judiciaire fonctionne bien, c'est-à-dire si tu portes plainte contre quelqu'un qui t'a volé, qui t'a pas payé, etc., tu trouves ton droit facilement. Tu peux trouver, on peut avoir gain de cause facilement. Si par contre le système judiciaire ne fonctionne pas, voilà, il est corrompu, etc., là au contraire, ça va entraver le fonctionnement des entreprises. Je donne un exemple. Alors, vous savez que l'Afrique noire, si tu prends le Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, etc., ou Kinshasa, donc là, c'est des pays qui manquent de tout, en fait. Enfin, le marché n'est pas du tout satisfait, c'est-à-dire qu'on peut se faire plein d'argent. Toutes les activités sont demandées. Le marché est vierge, il manque de prestataires de services. Un plombier, il peut devenir très riche, en fait, parce qu'il manque de compétences dans tous les domaines. Je ne parle pas de l'informatique, ni des produits industriels, etc. Je connais quelqu'un qui est devenu un homme d'affaires en implantant une société de plomberie, tout simplement, une Côte d'Ivoire. Alors, mais pourquoi tous les Tunisiens ne vont pas le faire? Pourquoi c'est pas aussi facile de s'implanter dans des pays avec cet environnement-là? Alors c'est vrai que c'est une opportunité d'avoir un marché aussi large, un marché aussi mal servi en fait, donc ça te donne l'occasion de vendre. Alors le problème en fait c'est la législation, c'est-à-dire que si pas la législation mais le système judiciaire de manière générale. La législation c'est les lois. Alors le système judiciaire inclut la législation mais il inclut également le fonctionnement des tribunaux, etc. Alors tout simplement ce système-là il est tellement mal, il fonctionne mal que alors si tu n'es pas payé, tu es arnaqué, on ne te paye pas, et bien le recouvrement est très 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 dur. Voilà, tu peux porter plainte, ça peut traîner des années, le juge peut être corrompu facilement, etc. Et tu peux ne pas avoir ton argent à vie. D'accord? Donc cet aspect juridique va affecter l'installation de ces entreprises, bien qu'il y ait des opportunités par ailleurs. D'accord? Un pays comme l'Angleterre, en fait, le juge, il a un accès illimité aux caisses de l'État, pas un salaire. Il prend ce qu'il veut. Pourquoi il prend ce qu'il veut? C'est pour limiter les menaces de corruption, pour qu'il ne soit pas tenté par la corruption. Et donc ils ont un système judiciaire, impeccable, un système judiciaire où tu peux avoir ton droit à coup sûr. D'accord? Alors, ici, on a cité les normes. Les normes. مدام جوست توضيح معلم مثلا ثم بلدان معناها تعاونهم القوانين نتاعهم شنهم كيفاش نقول يطوروا معناها المونتريز تاعهم كيف من الضغوط القانونيه نتاعهم تعطل اكثر. القوانين في حد ذاتها législation fiscale, commerciale par rapport au respect des droits des normes et des droits de propriété, très important. Et donc القوانين في حد ذاتها هم يسهلوا l'implantation des entreprises, etc. Mais là, de l'application de la loi. D'accord? Le système judiciaire suit les lois, mais aussi les tribunaux qui appliquent ces lois, puis les procédures, parce qu'elles durent. Tu portes plainte contre quelqu'un, tu portes des n'arrive à le dossier, ma famille, donc là, les contraintes administratives, le fonctionnement de ce système, pour habituer, je vais dire au contraire, ça ne va pas changer. فهمت شاينه شو كان شويه كيف معناتها تحكي على قوانين وي قوانين في حد ذاتها معناتها عندك législation fiscale très dure, voilà, l'impôt est très élevé dans certains secteurs et dès que ça va être une contrainte économique ou ça va dissuader en fait. Par contre les lois ou vraiment l'application de la loi. Un système juridique c'est plutôt l'application de la loi. انا اكثر حاجه تجبر البلاد هي السيستم الجuridique نتاعها يتمس يولي ما عادش فيابل اذا ما عادش فيابل. Oui. Enfin, les normes et les droits de propriété industrielle et les droits de propriété intellectuelle d'une manière générale. Et les droits du travail aussi, c'est très important. Je vais développer on a 5 minutes pour clôturer. Alors, droit du travail. Le droit du travail, c'est. Alors, en Tunisie, on a parmi les meilleurs droits du travail au monde. Dans le sens de quel sens? Dans le sens où le travailleur est protégé. Tu ne peux pas licencier un employé du jour au lendemain. C'est très réglementé. Et l'entreprise, une fois qu'elle recrute quelqu'un, elle ne peut pas le renvoyer. Elle doit payer des indemnités, elle doit lui avoir préavis de 3 mois. Et si jamais il n'y a pas une faute, elle doit l'indemniser. L'indemnité peut aller jusqu'à 2 mois de salaire, etc. Donc, c'est pas possible. Donc un droit de travail qui est rigide, qui est fort, bon, c'est bien pour les travailleurs, mais vous savez, nous en Tunisie, on a un taux de chômage qui est élevé, un taux de chômage, surtout des jeunes et des diplômés, surtout des diplômés. Alors 33% des diplômés sont au chômage actuellement, c'est un tiers, d'accord. 15% c'est le taux global, mais avec la crise Covid, ça va être beaucoup plus que ça. Et alors des fois, l'entreprise, elle a envie de recruter parce que, par exemple, c'est une période de croissance, une période d'essor, mais elle n'ose pas parce que il n'y a pas cette stabilité. Si l'activité baisse par la suite, elle ne peut pas licencier un travailleur, d'accord. Et donc elle préfère recourir soit à des CDD, des contractuels, d'accord, des vacataires, etc. Voilà, des heures supplémentaires pour le recruter. Donc le droit du travail, d'une part, il rassure le travailleur certes, mais elle, à mon sens, certains sont beaucoup trop rassurés. Leur productivité pourrait être beaucoup mieux s'il y avait une menace de licenciement. Et pour l'entreprise, c'est une contrainte pour le recrutement. Les experts internationaux, comment se fait-il que vous avez un droit de travail aussi costaud, aussi fort, alors que votre niveau
et le taux de chômage aussi élevé, un taux de chômage aussi élevé. Ça va pas ensemble. D'accord? Ça fait un peu à la qui fait que la législation, elle affecte le résultat de l'entreprise et inversement. Alors, pour les normes ou les droits de propriété industrielle ou les droits de propriété intellectuelle, en fait, pour les entreprises actuellement en Tunisie, est-ce que le droit des propriétés intellectuelles est vraiment respecté? Les droits d'auteur en Tunisie. En fait, des ministères يستعملوا في des logiciels craqués. ما شريوش la licence من عند Microsoft ولا عليه خاطر alors mais et pourtant bon ضحك oui mais en même temps c'est une facilité pour les entreprises tunisiennes. Si une start-up ne peut pas mettre droit à être respecté etc. Si tu l'obliges à acheter une licence qui coûte X qui coûte là ça va contraindre en fait ça va lui faire une contrainte de plus et peut-être ça va l'axe va chaque tu vas pour le coût est très élevé je peux pas me lancer maintenant c'est trop risqué etc. D'accord. Donc actuellement je sais pas si vous êtes au courant un accord avec l'Union européenne s'appelle l'ALEPA, l'accord de libre-échange complet approfondi. Bon, c'est un accord qui est en cours de négociation. Il concerne quoi? Il concerne la libéralisation des trois secteurs, primaires, secondaires et tertiaires, les services, l'agriculture et l'industrie, et l'harmonisation de la réglementation. Quelle réglementation? Sur les normes, sur les droits des contrats, sur les propriétés industrielles, etc. Donc, pour qu'on puisse faire du commerce équitable, etc. entre nous deux, il faut qu'on ait le même type de réglementation. D'accord. Donc, est-ce qu'on est prêt à payer le coût? Est-ce qu'on est prêt à s'adapter, à avoir la même réglementation que l'Europe, quand même, qui sont en avance, énormément en avance? D'accord. Par rapport aux normes, pareil. Alors, les normes de qualité, donc, c'est une bonne chose que dans un pays donné, il y a des normes exigées, d'accord, des normes de qualité pour les produits, pour les services, etc. D'accord. Mais aussi, c'est une contrainte pour le lancement de certaines activités. En fait, quand tu as un niveau de développement assez faible, que le tissu industriel n'est pas fort, que tu n'as pas de gros investisseurs, tu as des petites entreprises éclatées qui marquent énormément, qui n'ont valeur de très petite taille, qui n'ont pas les moyens, etc. Vous leur imposer des normes pour fonctionner, donc là, ça peut réduire l'activité. Bon, ça peut être une opportunité. Alors, si tu as les moyens, au poste par la SAPIC ou au chèque, si tu es certifié selon certaines normes, là, tu peux exporter, tu peux t'attaquer à des marchés internationaux, etc. D'accord. Je peux leur donner ouais, je me kiffe le dernier call en fait. Toute l'économie, en analysant ces facteurs. J'essaie de vous familiariser avec certaines choses. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop poussé. Peut-être ça peut induire un amalgame. Je sais pas, c'est intéressant ou bof ou... Oui, non? Ouais, non, ça va. ايه ça va madame juste باش حاجه جديده madame مانيش باش نعرفها هكا. Et c'était exactement le but là. Le but c'était ça. C'était de vous familiariser avec ces histoires. Je connais voilà, en fait, cette matière, la gestion, l'introduction à la gestion, pour cette année, c'est pour vous familiariser et pour vous préparer à l'étude des autres matières. Je t'appelle au marketing, je t'appelle au gestion des ressources humaines, je t'appelle aux finances, je t'appelle à la gestion financière, je t'appelle au management stratégique et tout ça. Donc ça c'est vraiment le début. On est en train de préparer le terrain. Ok. مادام après نقول على السياسيه اللي فاتت c'est le même chapitre. L'idée ou l'idée de t'aider. D'accord. On se voit dans 15 jours, c'est ça? Je ne sais pas jouer. Ah, quand tu t'aider, c'est comme ça. Merci. D'accord. Alors, on se voit dans 15 jours, on parlera du processus de gestion. D'accord. Bon appétit. Merci madame. Salut. Merci. Merci. Merci.